Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Je dirais aussi qu'il n'y a pas un seul métier d'ingénieur IA, il y en a plusieurs en fonction vraiment de la maturité de l'entreprise. Par exemple, plus on va être dans une petite structure, je dirais plus il faudra être couteau suisse, plus on rentre dans une société mature et bien organisée, plus les profils ont tendance à se spécialiser. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jérémy Van Gansberg. Bonjour Jérémy. Bonjour Manuel. Et donc Jérémy, si tu veux bien te présenter à nos auditeurs. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Jérémy Van Gansberg, je suis ingénieur IA chez ICO, dans une entreprise de consultants. Mon métier consiste à utiliser des briques IA afin de répondre à des cas d'usage qu'on aurait identifiés. On va en parler justement, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu à nos auditeurs finalement ce nouveau métier d'ingénieur IA et précisément quel est ton rôle dans des entreprises. Peut-être on peut commencer par un exemple d'un cas d'usage sur lequel tu es intervenu récemment et ce que tu as fait. Alors, un exemple de cas d'usage qui pourrait parler, c'est par exemple classifier des emails. Donc il y a une boîte mail entrante avec un objectif de classifier des emails dans différentes catégories, notamment en utilisant le corps de l'email, mais également en prenant les pièces jointes. Tu peux donner des exemples de catégories pour qu'on voit bien de quoi il s'agit ? Ça peut être lié au produit, au livrable, comme un devis. Ça peut être par exemple une demande de prix. Par exemple un mail qui vient pour demander un devis, pour demander un prix, pour demander peut-être envoyer un bon de commande, peut-être ce genre de choses. C'est ça. Ok. Et donc là, ton travail, ça consistait à classer automatiquement les emails pour ensuite, j'imagine, les affecter à différentes personnes par la suite ou faire différentes sortes de tâches. C'est ça. Je dirais que cette tâche de classification, historiquement, c'est un problème bien connu dans le machine learning qu'on adressait avec des algorithmes dédiés. C'est-à-dire qu'on avait ce besoin, cet objectif, cette tâche, et donc on entraînait un algorithme à réaliser cette tâche. C'est ce que faisait ce qu'on appelle un data scientist, et on en a déjà invité à notre micro pour expliquer le métier. Exactement. Donc il y avait vraiment cette démarche ad hoc, un problème, un modèle, même si on réutilisait quand même des blocs existants. On ne recommençait pas à chaque fois depuis from scratch, ou on faisait ce qu'on appelle du transfert d'apprentissage. Et là, depuis quelques années, notamment avec l'émergence des grands modèles de langue, la tâche a vraiment évolué. Les grands modèles de langage, les LLM, c'est ce qu'on trouve derrière ChatGPT, Mistral, Gemini et tout ça. Exactement. D'accord. Et donc toi, tu utilises ces grands modèles de langage pour faire ce genre de tâches ? C'est ça. Donc c'est une grande partie du travail, c'est pouvoir interagir avec ces grands modèles de langue. Et je dirais que dans le métier d'ingénieur IA, c'est aussi savoir quand il ne faut pas les utiliser. Et donc dans la classification des emails, par exemple, tu vas utiliser un modèle de langage pour analyser le contenu de l'email. Tu vas faire un prompt précisément qui va lui demander quelque chose de précis ? Exactement. Il y a plusieurs façons d'utiliser un LLM. On peut, comme on faisait auparavant, réentraîner un LLM afin de le rendre performant sur cette tâche. Et on peut également faire ce qu'on appelle du in-context learning, c'est-à-dire utiliser la capacité d'un grand modèle de langue à comprendre le langage naturel pour lui donner des instructions dans le prompt afin qu'il puisse pouvoir classifier correctement les différentes classes sans qu'on l'ait entraîné spécifiquement dans ce but. D'accord, donc en fait tu mets en place des interactions avec ce modèle via ce qu'on appelle les API, j'imagine, donc les modules d'interaction en langage technique avec ce modèle. Donc ces grands modèles de langue, on peut les mettre dans deux grandes catégories.
les modèles propriétaires et les modèles open source. Les modèles propriétaires, il y a des fournisseurs comme OpenAI, Anthropic, Mistral en France. Et donc, ils sont propriétaires, ça veut dire qu'on n'a pas accès à comment ils fonctionnent, leur poids, ni exactement sur quoi ils ont été entraînés. Mais par contre, on peut les consommer via une API, via aussi un coût d'utilisation qui est au token. Ok, super intéressant. Donc on voit ton métier, il a l'interface entre un besoin métier, classifier des emails, et sa traduction technique en utilisant des briques applicatives qu'on trouve sur Internet. Peut-être tu peux partager un deuxième exemple sur lequel tu as travaillé récemment ? Oui, j'ai un exemple où nous avons travaillé sur une plateforme. Donc l'idée, c'est un projet qui vise à aider la reconversion des militaires. Et donc, dans ce but, on va faire matcher un profil, un CV de militaire avec une fiche métier existante dans le civil. C'est-à-dire que oui, les compétences dans le domaine militaire ne sont pas du tout décrites de la même manière que dans le domaine civil, donc il y a une traduction quelque part à faire. Et donc là, tu utilises, en tant qu'ingénieur IA, tu mets en place des modèles de langage. C'est ça. On va utiliser un modèle de langage afin qu'il puisse traduire le profil qu'on va décrire de façon textuelle, qu'on va ensuite transformer en chiffres pour qu'il soit compréhensible pour un ordinateur. C'est ça. Et de l'autre côté, on a fait la même chose avec une base de données. En fait, par exemple, en France, il y a l'acteur France Travail qui met à disposition des fiches ROM qui décrit chaque métier. Avec les compétences associées, etc. Exactement. Ouais. Et on va essayer d'aligner les deux. D'accord, de faire ce qu'on appelle un matching entre un profil militaire et une fiche compétence métier. C'est ça. D'accord, c'est un très bel exemple. D'ailleurs, j'en profite qu'on a quelqu'un de compétent sur ces aspects LLM pour te poser une question technique. On entend souvent de plus en plus le terme d'embedding que j'entends que tu as utilisé là. Est-ce que tu pourrais expliquer pour nos auditeurs ce que ça veut dire ? Bien sûr. Donc l'idée d'un embedding, c'est une façon de représenter une information textuelle avec des chiffres et un vecteur. En fait, on peut représenter des mots, des documents. L'idée, c'est que ces mots, on va pouvoir les représenter dans l'espace. L'idée typique qu'on peut prendre, c'est que on peut, par exemple, représenter le mot chat, chien, et bateau ou voiture. Chat et chien, c'est quand même des concepts assez proches, plus qu'en tout cas qu'un chien et un bateau. Ça dépend peut-être pas du point de vue du chat ou du chien, mais pour nous humains, oui. C'est ça. Ou on peut aussi prendre l'exemple entre chien et chiot, par exemple. Ouais, en fait, ces mots qui expriment un concept similaire vont ils vont être proches dans l'espace. Ils vont être représentés par des données qui vont se retrouver avec une certaine proximité. C'est ça. Et donc faire un embedding, c'est traduire un document en texte sous forme d'informations chiffrées qu'on va stocker du coup dans une base de données particulière. Exactement. Comme derrière, ça reste des algorithmes. Les algorithmes travaillent avec des chiffres, des nombres. Donc on a besoin de transformer l'information pour qu'elle soit ingérée dans un algorithme. Et l'embedding, c'est la façon, le standard depuis quelques années pour transformer la donnée textuelle qui est riche, qui peut apporter des contresens, de l'ironie, de l'humour. C'est le moyen le plus efficace qu'on a pour représenter le langage humain. Pourquoi finalement on a besoin d'un ingénieur IA pour faire ça ? Et est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à avoir pour être capable de faire ce type de traitement ? Oui, je dirais que on peut assez facilement arriver à un résultat. Par exemple, quand on compare, si je reprends l'exemple entre le matching de CV et de fiches ROM, c'est comme ça qu'elle s'appelle, on peut, si on veut un résultat satisfaisant, qualitatif, on va avoir besoin d'implémenter des techniques spécifiques. Je peux en citer quelques-unes comme du re-ranking. L'idée, c'est que, par exemple, en fait, derrière ce mécanisme de rapprochement sémantique, c'est souvent ce qu'on peut appeler un RAG, ça s'en rapproche énormément. Et l'idée, c'est que si à la base l'input utilisateur est mal formulé, eh bien la recherche de documents associés va être aussi impactée. Typiquement, ça peut être, je m'écarte un peu du sujet des fiches ROM, mais si on a une base de données avec des informations médicales,
Et notamment, on a des informations à propos des céphalées, donc des maux de tête. Si l'utilisateur dit « j'ai mal à la tête », il se peut que dans ce processus de retrouver la bonne information, il se peut que ce soit impacté. Et donc, on peut mettre en place des mécanismes de retraiter, reformuler l'information afin d'améliorer ce processus de... Plutôt que de remplacer dans le prompt mot de tête par céphalée directement pour que ça aille chercher les bonnes informations de manière plus rapide. Donc en tant qu'ingénieur IA, finalement, je comprends que c'est la mise en place de ces éléments précis qui font que ça arrive à fonctionner bien et que tu apportes un savoir-faire. Et notamment, il y a un autre point, c'est que quand on a une tâche précise, eh bien, on a différentes possibilités. On peut soit réentraîner un LLM, on parle de fine-tuning. C'est une tâche quand même conséquente qui nécessite de constituer un jeu de données assez élevé. Ou alors on peut faire ce que j'ai présenté tout à l'heure, du in-context learning, c'est-à-dire donner des informations au bon moment au modèle sans en fait changer ses poids. C'est plus léger. Et donc, un de tes savoir-faire, c'est de savoir faire la part des choses, à quel moment il faut faire du fine-tuning versus à quel moment il faut faire du in-context, comme tu viens de l'expliquer. Exactement. Très bien. Ça nous amène à notre première question. Comment devient-on ingénieur IA ? C'est une bonne question, surtout que c'est un métier récent. Jusqu'alors, il n'y avait pas vraiment de cursus universitaire pour devenir ingénieur IA, étant donné que... Le temps d'adaptation des cursus universitaires se compte en années. Exactement. Et c'est un métier qui est apparu il y a 2 ans, peut-être 3 ans ? C'est ça, avec l'émergence, je dirais, de ChatGPT fin 2022. Je dirais que les personnes qui sont ingénieurs IA actuellement, c'est des personnes qui étaient auparavant data scientists ou data ingénieurs qui ont en fait pris la tangente pour prendre cette nouvelle vague du LLM. D'accord. Et donc, est-ce qu'il faut faire des études particulières ? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment à ça ? Est-ce que c'est un travail, il faut combien de temps pour devenir compétent sur ce sujet-là ? Le métier d'ingénieur IA, je dirais qu'il va nécessiter plusieurs compétences, être bon en développement, avoir quand même un background mathématique, ça aide à comprendre comment fonctionne un LLM. Ça va permettre vraiment d'optimiser, de faire les bons choix. Donc je dirais que c'est un mélange entre du développement et des compétences informatiques. Je pense que les écoles d'ingénieurs en France commencent à se positionner, notamment sur les programmes, afin qu'ils s'adaptent. Je dirais que pour pouvoir être prêt à l'emploi sur ce genre de métier, il faut avoir vraiment cette spécialité traitement du langage humain. Oui, d'accord. Ce qu'on appelait du NLP, Natural Language Processing. Et en fait, savoir comment fonctionne un grand modèle de langue. Et c'est assez difficile dans le sens où c'est un environnement très dynamique. Ça change tout le temps, très souvent. Ouais. Je dirais qu'une des capacités qu'il faut développer, c'est d'apprendre à apprendre. Savoir mettre en place un système de veille. Par exemple, hier, Mistral 3 est sorti. La semaine dernière, c'était... Gemini 3. Gemini 3. Entre les deux, il y a eu Anthropic Opus 4.5. Ça change beaucoup. Oui, effectivement, cette capacité à rester en veille. Mais ce que j'entends dans ce que tu disais, c'est qu'il y a une composante de développement informatique qui est quand même relativement importante. Exactement. Un data scientist... de manière historique, il va surtout se concentrer sur le développement d'un algorithme. Notamment, il va travailler, son code n'est pas forcément prêt au déploiement, il n'est pas prêt à être déployé. Oui, c'est une espèce de prototype qui doit après être industrialisé par des développeurs spécialisés. C'est ça. Tandis que maintenant, avec notamment les LLM propriétaires, le gros du travail, entre guillemets, de conception algorithmique a été externalisé à une grande société comme OpenAI, et l'idée c'est qu'on peut maintenant rapidement le mettre en production. Donc il faut beaucoup plus de compétences de mise en production, savoir interagir avec des fournisseurs cloud, savoir mettre en place ce qu'on appelle des pipelines de CI/CD par exemple, c'est un bel exemple, savoir ce que c'est qu'une API, avoir aussi des compétences un peu full stack quelque part. C'est un mix entre un développeur full stack
et des compétences classiques de compréhension du machine learning. Donc on comprend avec ton témoignage, il y a un niveau de maîtrise technique qui est quand même très important dans ce métier-là et spécialisé du coup sur les modèles de langage et l'IA telle qu'elle est disponible aujourd'hui. Je dirais aussi qu'il n'y a pas un seul métier d'ingénieur IA, il y en a plusieurs en fonction vraiment de la maturité de l'entreprise. Par exemple, plus on va être dans une petite structure, je dirais plus il faudra être couteau suisse, tandis que dans un peu comme chaque job technique lié au développement, plus on rentre dans une société mature et bien organisée, plus les profils ont tendance à se spécialiser. Très bien. Ça nous amène à notre deuxième question. Donc dans ton métier d'ingénieur IA, tu travailles avec un certain nombre d'entreprises. Quelles sont les grandes tendances que tu identifies aujourd'hui dans les cas d'usage qui sont mis en œuvre aujourd'hui chez les clients ? Je dirais qu'il y a un besoin historique dans les entreprises d'automatiser une partie de leurs tâches. Maintenant, avec les nouvelles technologies, notamment les LLM, on va pouvoir, dans ces workflows d'automatisation, rajouter des briques IA. Et ces briques IA vont permettre de faire le levier donc, sur une IA qui va en fait ajouter de la flexibilité à certaines étapes critiques. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on pouvait mettre des RPA, c'est-à-dire des petits robots d'automatisation, mais qui étaient très exigeants sur le format des données, sur le fait qu'il fallait que ce soit complet pour pouvoir ensuite les traiter et les écrire, par exemple, dans un ERP. Avec l'IA, on peut être beaucoup plus souple et beaucoup plus tolérant à des formats différents, etc. C'est ce que je comprends. Exactement. Notamment avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le in-context learning, la capacité de mettre un bloc IA, de ne pas entraîner spécifiquement ce modèle. C'est très versatile et très polyvalent. Quels sont, dans tes observations, les métiers sur lesquels on voit le plus arriver comme ça des workflows avec de l'IA qui sert à automatiser des tâches ? Je dirais qu'il y en a plusieurs. En exemple qui me vient en tête, c'est par exemple sur la partie commerciale. Ça peut intervenir sur des demandes de prix, des échanges en fait qui se feraient historiquement par email, de pouvoir être capable d'extraire ces informations pour les structurer. Par exemple dans un CRM ou par exemple dans un ERP. Essayer de lier les briques existantes qui permettent de faire de la BI, d'avoir des tableaux de bord, ce flux d'informations qui est un peu plus difficile à capter. Oui, qui n'est pas forcément formalisé de manière très précise, qui peut se matérialiser sous plein de formes différentes pour pouvoir le capter comme ça. Exactement. D'accord. Dans le marketing, on en parle beaucoup aussi. Je ne sais pas si tu as des exemples ou si tu as vu des choses arriver avec comme ça cette notion de workflow et puis d'agent qui se cache derrière. Hein. Je dirais que le marketing, ça reste une bonne verticale pour implémenter l'IA, notamment parce que même si l'IA devient de plus en plus puissante, c'est quand même une méthode basée sur la probabilité et que l'IA peut se tromper. Et je dirais que dans un domaine comme le marketing, le droit et l'erreur peut-être est plus tolérable que dans d'autres secteurs. La sécurité nucléaire, ce genre de choses où on va pas trop s'amuser. Ou le médical, ouais, d'accord. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup Jérémy d'avoir partagé tous ces éléments de savoir et surtout d'avoir expliqué ton métier à nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.